40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus, vous me faites peur. Bonjour, Charlie Weber. Oh yes. Bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz Et le thème est évidemment aujourd'hui. Halloween. Ah mais oui, je comprends, Halloween. Oh, faites pas le... Ah, Quel... C'est bien fait ou pas? Non, pas Oh. du tout, j'ai failli vous... Quel connard. Bon, ça ira avec Quoi le Joker du jour qui est... De la merde. De la merde. Parce que l'euro, c'était l'horreur. Oh. Voilà. Vous l'avez comme ça. Eh ouais, au C'est- début, Ah ouais. quel talent. 25 quel ans de talent. Oui, bon, 40 mètres les gars. Le quiz, Oui, c'est le podcast bien sûr que vous écoutez toutes les semaines, bien sûr. tous les jours pour avoir les bonnes réponses. Horreur, thème horreur, Halloween. Mais Aujourd'hui. oui, on oui, y est, oui, on y est, oui. on y est, on y est. Avec également la question twist. Ah Eh oui, les corbeaux sont sortis. Et- Alors, que changeons-nous aujourd'hui? Je sais pas, La de- porte de de- garage peut-être, pourquoi pas? De costume. Et on peut changer de costume également. Échanger J'espère de que, en tout cas, j'espère que la nouvelle salle de bain offerte La par le semaine perdant dernière. de la semaine dernière est à votre goût. J'espère qu'il vous a laissé choisir quand même. Bah, surtout en une semaine, monter une salle de bain, c'est du beau boulot. C'est vrai. Bravo, c'est vrai. bravo, messieurs. bravo. Bravo. Félicitations. Allez, on commence direct. C'est à vous. Vous aimez les pitchs? Ouais, avec le chocolat dedans. là. Non, mais Ah. non, j'avais pas vu ça comme ça quand j'ai écrit, mais c'est maintenant je me dis ouais, un pitch dans la poche, ça fait toujours Bien plaisir. Moi oui, en tout cas pas les pitchs, je déteste ça. Alors, voici celui de l'un des contes les plus célèbres de l'histoire. Mhm. Un frère et une sœur perdus dans la forêt par leurs parents et qui ensuite se retrouvent aux prises avec une sorcière anthropophage. Vous l'avez reconnu? Oui, j'ai pas fini, après anthropophage, il y avait point final. Ah d'accord. Point. Voilà, Bon, c'est connu C'est l'un des contes les plus célèbres. de l'histoire des Et contes. pourtant, c'est un peu flippant quand même. Ah bah c'est totalement Bah, flippant grave. comme tous les contes de cette époque et C'est notamment des frères Grimm. Oui. Et là il s'agit évidemment de Hansel et Gretel. Oui. Hansel und Gretel Ja. en allemand, Mhm. mais parfois intitulé, alors ça je ne savais pas, Jeannot et Margot. Ouais, parce que Gretel, c'est Margot Marguerite. Ah je ne Par savais contre, pas. Hansel, ouais, Jeannot, ouais, Jean. Jeannot. Jeannot. Donc c'est un conte populaire figurant parmi ceux recueillis par les frères Grimm dans le premier volume des contes de l'enfance et du foyer. Mhm. Et pour info, il y a eu plusieurs fins différentes. Ah bon? Bah oui, parce que c'est des contes qui sont racontés Oui. un petit peu partout. Mais rassurez-vous, à chaque fois, les enfants s'en sortent. Ça va. Et il y a comme une fois, il rentre et la mère est morte. Bon, Ah bon il reste papa. Ah, super. Voilà, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont pas buté le père, mais maman est morte. Bon, c'est pas grave, mais on est blindés. Ok. Ok, on s'en fout. Il y a d'ailleurs des séries, ou un film, non? Les contes des frères Grimm ou un truc comme ça, un peu d'horreur, je crois. Je crois qu'il y a eu série et je crois qu'il y a eu film. Ok, les deux. Série de films et série aussi, mais effectivement, c'est totalement horreur parce que oui, c'est Oui, à bah base oui. de monstres, Ah, de grave. sorcières. À fond. Et retenez bien anthropophage parce Oui. que ça m'a direct inspiré une autre question. Peut-être que ça viendra un peu plus tard. Ah bah, j'espère, parce que je l'ai noté. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est travaillé ces quiz. La merde. C'est le Joker du jour. Navré pour ces insanités que vous hurlez peut-être en voiture. Avec les Pardon les enfants. petits-enfants. Pardon. Sinon on peut crier du caca. Les deux On fonctionnent. aurait dit les 2 minutes du peuple. Caca. Je pense qu'on tape dans le rouge au niveau des vumètres. Donc c'est-à-dire que ça sature peut-être et on s'excuse. Question numéro 2, on commence gentiment avec un jeu de société Oh là d'horreur. là, on est obligé de le citer aussi une fois par quiz horreur bon tous les ans. C'est Tous vrai les ans. Oh non, c'est pas vrai. Peut-être. Ou dans le genre, on va dire, ce dernier a été adapté en film sur Netflix et en jeu à taille réelle sur Canal+. Quel est ce jeu de société? En film sur Netflix. Ah oui, ça vient de sortir. Avec Franck Dubosc Ah, et Jean Reno. Ok. Ouais. D'accord. Je pense que le créateur, il a dû se faire un petit billet là, en l'espace, donc quasiment dans la même semaine. Hein. Les deux sont sortis, hein. Que ce soit sur Canal+ ou sur Netflix. C'est le loup-garou de Tierce-Lieu, Ouais. ou les loups-garous de Tierce-Lieu. Jeu de société d'ambiance opposant deux équipes. Super ambiance. Les villageois doivent démasquer et tuer tous les loups-garous, tandis que les loups-garous doivent éliminer tous les villageois et ne pas se faire démasquer. Vous avez déjà joué? Oui, bah, C'est vrai je pense que J'ai vous joué jamais. une fois. Ah voilà, ouais, non mais, Mais moi j'ai vraiment pas une joué 10 fois, mais j'ai joué. D'accord. Ce jeu est inspiré du jeu Werewolf, aussi connu sous le nom- Werewolf, Werewolf. qui veut dire loup-garou en anglais. Ah bon? Oui. Très bien. Aussi connu sous le nom de Mafia
ou Polar Bear, Are You a Werewolf? Un jeu créé en 1986. Il n'a pas trouvé de nom, il en a mis 3. Voilà. Mais la version intitulée Les Loups-Garous de Tiercelieu a été créée en 2001 par Philippe Despalières et Hervé Marly. Elle est éditée par lui-même. C'est le nom de la société. Ah oui, société d'accord. fondée par Philippe Despalières lui-même. Les deux créateurs n'ayant pas réussi à trouver de société pour le commercialiser, ils ont eu du nez les boîtes de jeux de société, parce que clairement c'est l'un des jeux de société qui a été le plus vendu au monde. Le nom du jeu est inspiré du hameau de Tiercelieu, où vivait alors Philippe de Despalières, dans la commune rurale de Montolivet, dans l'est de la Seine-et-Marne. Je crois que c'était un jeu de mots, là, un Tiercelieu. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non. Ah oui, un tiercelieu, un autre lieu. Voilà. Non. Ah oui. Jeu adapté sur Netflix, en film avec entre autres Franck Dubosc et Jean Reno. D'accord. Et en jeu sur Canal avec la voix off très drôle. C'est vrai. J'ai regardé, vraiment c'est Oui, très en même drôle. temps, tout ce qu'il fait. Est-ce qu'on a le droit de l'insulter? Parce qu'en vrai, il est en plus très Il est gentil. génial. Il est très Mister V. professionnel. Et oui, tout ce qu'il fait, en général, c'est très drôle. C'est vrai que vous avez déjà rencontré Ouais, Eric. j'ai déjà travaillé. Voilà. Vous avez son Bien numéro? sûr. Ben oui, j'ai son numéro. bien On sûr. l'appelle maintenant. Non. Mais avant tout... avant tout cela, le jeu du loup-garou de Tiercelieu a connu le succès en Chine, avec plusieurs émissions télévisées chinoises Waouh. qui mettent en scène le jeu avec des célébrités de la télévision chinoise. C'est Mais génial. en même temps, ça avait été aussi adapté par un youtubeur, je ne sais plus lequel. Il Ah ouais l'avait fait en grandeur nature dans une. Je sais plus si c'était un décor ou c'était un village, même pas d'ailleurs abandonné, parce qu'ils avaient pris les villageois, Ok. ils leur avaient demandé de prêter les maisons et tout ça. Ouais, je crois que ça me Ça parle. avait duré un week-end entier, notamment un des youtubeurs avait fait le buzz parce qu'il avait loupé son train. Ah ouais. Et donc il avait loupé ce tournage incroyable, mais c'est vrai que je n'ai jamais regardé. Et il y a également eu un manga, voilà, Ok. librement adapté du jeu Hunt, le jeu du loup-garou. Non mais vraiment, par contre, si vous avez envie de rire et de rentrer dans l'enquête, allez regarder Loup-garou sur Canal, c'est vraiment Ok. bien. Le film pas vu. Question numéro 3. Charlie, music. Ça fait peur immédiatement, quoi. Grave. Même s'il ne s'agit pas d'un film d'horreur à proprement parler, ce chef-d'œuvre du cinéma a terrifié des millions de spectateurs depuis de nombreuses années. Quel est son titre? Ouais, j'en perds les mots. Mais on entend ça, on voit. On a directement levé la main. Eh oui, oui. Hein, oui. c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'il s'agit d'une scène. Mythique. Alors, c'est la bande originale, mais c'est aussi la scène sous la douche. Exactement. Où effectivement une actrice finit sous les coups de couteau de son agresseur. Il Oui. s'agit de Psychose ou Psycho. Ok. Est un thriller Psycho en anglais, Oui, est oui. un thriller horrifique américain en noir et blanc réalisé évidemment par Alfred Hitchcock, sorti en 1960. C'est son 47e long métrage, inspiré par le roman éponyme de Robert Bloch ou Bloch. Bloch. Ouais, Bloch. Bloch. Ouais, bien. Ouais, comme lui c'est Marc Bloch. Ah oui. Dans le scénario est écrit, ouais, alors Marc Bloch était connu avant d'avoir un lycée, hein, il faut être honnête. Et dans le scénario est écrit par le jeune scénariste Joseph Stefano. La musique du film, justement, qu'on vient d'entendre, elle aussi devenue célèbre, est composée par Bernard Herrmann. On lui doit la BO de nombreux classiques d'Hitchcock. Hein, je crois qu'il a fait, j'allais dire tous ses films, mais Ouais. il en a fait beaucoup. Ok. Mais aussi Citizen Kane, Ok. dans la légende du cinéma. Et il termine sa carrière et sa vie. Sa dernière BO de film, c'est Taxi Driver. Ça va. Et il décède avant la sortie du film, me semble-t-il. Donc, mais quand même, oui, il est vraiment Bernard Herrmann est rentré dans l'histoire du cinéma. Film majeur dans la filmographie d'Alfred Hitchcock, est considéré comme un chef-d'œuvre du suspense et a élevé Anthony Perkins au rang de célébrité du cinéma. Il y interprète Norman Bates, Bien sûr. jeune homme perturbé, propriétaire d'une vieille demeure surplombant le motel dont il est également le propriétaire, et où Marion Crane, Janet Leigh, une automobiliste en fuite, connaîtra un destin tragique dans une scène de douche passée à la postérité. Bon, il faut savoir que l'histoire de Norman Bates a été prise et reprise. Il y a donc Psychose a fait l'objet de 3 suites, toutes avec bon Anthony Perkins, réalisées en 83, 86 et 90. Je savais pas. En 87, il y a un téléfilm, spin-off du film de 60 intitulé Bates Motel. Ah. En 98, Gus Van Sant a Ok. tourné un remake plan pour plan du premier film avec entre autres Vince Vaughn dans le bon rôle de Norman Bates, Mais non, Julianne sans Moore dans celui de Lyle Crane Ok. et Viggo Mortensen Mais dans le c'est- rôle de Sam Loomis. Impossible. Ah ouais, on est passé à côté. Bon, en Totalement. 98, c'était peut-être pas, Ouais. on n'était pas franchement dans le cinéma. oui, ou en tout cas pas ce genre-là. Et bien sûr la série Bates Motel en 2013 qui évoque pour sa part l'adolescence de Norman Bates. Très Je sympa, savais pas. la série Norman Je Bates. savais pas que c'était en rapport à ça. La série Bates Motel. Bates Motel. Ah ouais, non. Ah bah si. Ah bah merci. Bah, je vous en prie.
Bah, c'est le préquel en quelque sorte. Ouais, On découvre d'accord. pourquoi C'est fou. Norman Bates est devenu comme il est. D'accord. Parce qu'on le découvre jeune avec sa maman qui a malheureusement beaucoup de souffrance. Ok. Mais d'ailleurs, pour la scène de la douche, l'actrice n'avait pas été prévenue. Qu'elle allait être attaquée Et du coup, pour avec les cris. avec le couteau, et justement, les cris sont vrais. Aïe, Voilà, ça c'est la ça petite, c'est pas sympa ça. le petit fun fact. Elle a porté plainte derrière. Non, c'est pas vrai, Bien c'est sûr. pas possible. Question classique du cinéma d'horreur. De la merde. J'allais le dire. Je l'ai crié. C'est le Joker. Quel célèbre film d'horreur a été inspiré par les cauchemars réels de son réalisateur Wes Craven? On en a déjà parlé. Bah oui. C'est du classique de chez classique. Ah oui. Voilà. Et c'est pas de la merde. Bah ça dépend. C'est vrai? Non mais moi je l'ai vu genre en 87, j'avais 7 ans, Ah donc oui. j'étais terrifié. Terrible. Je l'ai remontré quelques années plus tard, je l'ai revu quelques années plus tard en compagnie de notre ami Alain, Alain. et il était mort de rire. Ah oui. Tellement c'est effectivement, ça avait Oh. déjà un peu mal vieilli 10 ans plus tard. Freddy, les griffes de la nuit. Ouais, Les griffes de la nuit. exactement. C'est ce que je répète. 1984. Également connu sous son titre original. A Nightmare on Elm Street. Est devenu un film culte de l'horreur qui a introduit l'iconique Freddy Krueger dans la culture populaire. Alors Wes Craven s'est inspiré en fait d'articles de journaux qu'il avait lus sur des réfugiés du Cambodge qui avaient survécu aux horreurs de la guerre sous les Khmers rouges. Certains d'entre eux souffraient de cauchemars si terrifiants qu'ils refusaient de dormir. Selon ces récits, certains d'entre eux mouraient mystérieusement dans leur sommeil après avoir raconté avoir eu des cauchemars particulièrement horribles. Les médecins n'arrivaient pas à expliquer ces morts soudaines et inattendues. Craven a utilisé ces histoires réelles pour façonner le concept de Freddy Krueger. Donc il a pas eu lui-même des cauchemars. Ben non. Votre question est fausse. Il en a eu un. Alors, bah ouais, mais non, mais la question est fausse donc. Bon. mais Freddy Krueger lui-même est inspiré d'une combinaison de souvenirs personnels de Craven, donc elle est à moitié fausse. Un vieux sans-abri qu'il avait vu un soir dehors, dont l'apparence l'avait terrifié, et un élève qui était violent avec lui à son école, qu'il n'a jamais oublié. Résultat, l'un des meilleurs films de l'histoire, on peut le dire, sauf pour Alain qui en a rien à foutre. Oui, non, mais ça l'a fait marrer. Ok, de la merde. Nous recherchons un réalisateur maître de l'horreur. On lui doit Hostel, Hostel 2, Green Inferno, beaucoup moins connu mais très surprenant, ou encore plus récemment Thanksgiving, la semaine de l'horreur, actuellement disponible sur MyCanal. Oh. L'avez-vous reconnu? Pas du tout. Je Non? ne connais pas. Vous connaissez pas? Non, je connais pas. Mais je sais que vous êtes très film d'horreur. Très film d'horreur, effectivement. Ouais. Bah Hostel, vous avez Hostel, vu? oui. On n'a plus jamais osé partir dans les Balkans. On n'est jamais parti dans les Balkans, mais c'était ça, non? Oui, alors je ne sais plus dans quel pays c'était, mais je me demande si c'était pas juste là. Moi Roumanie. j'aurais dit la République tchèque. Ah, je crois que c'est en République tchèque, ouais. Bah, on y est Bon, on y allé. est allé. Bon, Voilà. ok, très bien. Et on est revenu, hein, tout va bien. Bon, après, cela dit, on s'est pas aventuré comme les Oui. gars. On On n'avait pas de succès avec les femmes, donc Ça, non. c'est-à-dire qu'on suivait pas des jeunes femmes comme ça dans des lieux terrifiants. Eli Roth. Eli Roth est un acteur et réalisateur américain, né le 18 février 72 à Boston. Donc il est réalisateur de films d'horreur, mais acteur également. Il joue dans Inglourious Bastard. Ah ouais? Je savais pas, mais D'accord. ouais, il joue l'un des L'un des bastards. militaires américains. D'accord. À 11 ans à peine, il démembrait ses frères dans sa première création vidéo Splatter on the Linoleum. Il créa une 50aine de courts-métrages avec ceux-ci. Donc bon, D'accord. ses parents ont dû s'inquiéter, mais finalement ça s'en est bien sorti. Son dernier film n'est pas un film d'horreur et il s'agit de Borderlands. Et c'est un échec un échec au box-office. Pourtant, il y dirigeait des grands noms comme Cate Blanchett, Kevin Hart ou encore Jamie Lee Curtis. Ah oui. Sorti l'année dernière. Ouais, j'avais vu Adaptation l'affiche. de jeux vidéo. Ouais, Et c'est donc lui qui l'a réalisé. ça avait pas l'air fou. Mais sur MyCanal actuellement, Thanksgiving, la semaine de l'horreur, c'est un film assez similaire à Scream par Ouais, exemple. ouais. D'accord. C'est assez sympa à regarder. Ah, j'aime c'est bien pas, ça. Et Green Inferno, très surprenant. Ok. Des activistes pour la planète décident d'aller en forêt amazonienne pour sauver une tribu Et qui ils est se- menacée par la déforestation. Et il se fait manger. Et bon, voilà, spoiler. Bah, Ils excusez-moi. se font bouffer. Je l'ai pas vu, mais ça sent ce film-là comme ça. Bah oui, mais quand vous regardez le début et que vous savez pas, c'est sympa. Alors, si vous avez entendu ce que Charlie a dit, oubliez-le. N'hésitez pas à m'insulter sur Oui. Instagram. Avec plaisir. Eli Roth, alors j'ai la photo, on le reconnaît, hein, c'est un bel homme, cheveux noirs, avec un regard un peu de psycho, Ah oui, oui, oui. un peu psychopathe le monsieur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet pour voir sa tête. Question suivante, les amis, on va rester dans les films d'horreur, puisque c'est le thème. Merci. 40 têtes les gars. Le quiz. C'était pour vous faire peur, ça n'a pas marché. Non. Dans quel film d'horreur les décors ont-ils été construits avec de vrais ossements humains? Oh yo yo. Ouais, bah t'as vu ça? On en a pas déjà parlé aussi? Oh hé. Si, je crois. Hein. Non mais attends, 77 questions,
fois 20 questions. Je vais vous... 77 quiz Oui. fois 20 questions. Ça fait 1540 questions. Sans plus oublier les 15 minutes, Voilà. les gars, qu'on Et a que- abandonné misérablement, Tellement. comme vos cadeaux. Oui. Oh. Alors, c'est quoi? Massacre à la tronçonneuse. D'accord. Le film Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974, réalisé par Toby Ah, on Hall. n'a pas le titre original. Chainsaw. Juste Chainsaw. Chainsaw Massacre, je crois. Ok. Euh, Oui, vous avez raison. Merci. Je vous prie. Est connu pour son ambiance terrifiante et ses décors dérangeants. Ce qui ajoute à la légende de ce film culte, c'est le fait que des ossements humains véritables ont été utilisés dans certains décors. Le film suit un groupe de jeunes adultes qui se retrouvent en proie à une famille de cannibales. Ah. Et l'utilisation d'ossements humains s'inscrit dans cette thématique macabre. Ces ossements provenant probablement de collections anthropologiques ou de cabinets médicaux étaient en réalité assez courants sur certains tournages à l'époque, car ils étaient plus abordables. C'était moins cher que de faire fabriquer Bah des... oui. ouais. Pour Massacre à la tronçonneuse, les os ont été incorporés dans la décoration de la maison de la famille Sawyer, avec le fils qui s'appelait Tom, bien sûr. Renforçant l'atmosphère sinistre et oppressante. Cette décision de Hooper d'intégrer des matériaux réels a contribué à l'authenticité morbide Ouais, du ça film. va, on le sait Mm. pas, on s'en rend pas compte, quoi. Oui, mais elle a aussi rendu le tournage particulièrement éprouvant pour les acteurs et les équipes. En plus de la chaleur intense du Texas pendant Ouais. l'été, les conditions sur le plateau étaient souvent insupportables à cause des odeurs nauséabondes Non. provenant des décors macabres et des carcasses d'animaux. Ah voilà, carcasse d'animaux, parce que les ossements humains, ça pue pas. Qui, oui, Ah non, mais c'est- j'ai déjà visité, Ah. notamment au Portugal, des églises Ah oui, remplies oui, c'est vrai. d'ossements, C'est vrai. ça n'a pas d'odeur. Ou du côté de Verdun également. Ah, je sais l'ossuaire pas, je ne vais pas. Je n'y vais plus. Tant mieux. C'est exactement. On embrasse. Bon, bah voilà, en tout cas, quand vous regardez ce film, ce sont de vraies personnes derrière, de vrais os. Question numéro 7. Si vous êtes fan d'horreur, l'évocation du nom de famille Warren doit faire résonner quelque chose en vous. En effet, les époux Warren ont inspiré la célèbre série Conjuring. Hein, il y a tous les Conjuring, il y a la nonne, il y a tout ça. À votre avis, quel était le métier d'Ed et Lorraine Warren? J'ai vu aucun de ces films. Moi non. Conjuring. Si, j'ai dû en voir un ou deux. J'ai vu Conjuring. Merci de me... Je vous en prie. Très bon film, The Ring. Ils étaient chasseurs de fantômes Mais alors, ou c'est démons. dans la vraie vie? Oui, dans la Ah, vraie vie. Bah oui, c'était un couple qui ils faisaient pas de l'exorcisme, mais ils allaient dans les maisons. Après, c'est devenu très populaire à la télévision Ouais, sur avec YouTube et tout, ouais. les mecs qui vont dans les trucs et qui entendent des bruits au fond. D'ailleurs, il y a beaucoup de films d'horreur qui partent C'est vrai, c'est vrai, de ce d'exploration comme postulat où effectivement on entend des bruits, caméra de sécurité, ça s'allume, il n'y a pas de mouvement. Enfin voilà. Edward Warren Minet, dit Ed Warren. 7 septembre 1926 à Bridgeport, mort le 23 août 2006 à Monroe, et Lorraine Rita Warren, née Moran, le 31 janvier 27 à Bridgeport, elle aussi, tiens, dis donc, est morte le 18 avril 2019 à Monroe. elle aussi. Dit les époux Warren sont un couple américain d'écrivains spécialisés dans les sciences occultes et présentés comme des chasseurs de fantômes. Lui se prétendant démonologue, et elle se présentant comme médium et clairvoyante. Ils sont impliqués dans un certain nombre d'affaires supposées de possession, d'exorcisme et de poltergeist qu'ils auraient aidé à résoudre. Auteurs de nombreux ouvrages, ils ont accumulé dans la cave de leur résidence un grand nombre d'objets qui seraient responsables des affaires auxquelles ils se sont intéressés. Conjuring, les dossiers Warren ou la conjuration au Québec est un film d'horreur américain réalisé par James Wan. Sorti en 2013, il s'agit du premier film de l'univers cinématographique Conjuring. Je crois que je regarde pas ces films parce que moi j'ai un peu peur des fantômes. Ok. Voilà. Très bien. Tout ça, moi, toutes les trucs YouTube, les vidéos de mecs qui vont aller dans des maisons, je regarde pas. Ça me fait peur. Je comprends. Voilà. Je vous en prie. La merde! C'est le Joker. Quelle violence. Question record, je sais que vous aimez bien. Lors d'un concours en 2019, une Anglaise a atteint un niveau sonore impressionnant avec son hurlement d'horreur, au point de décrocher un record. À votre avis, combien de décibels a-t-elle atteint? Allez, à 10 décibels près. Petit indice. Vous l'avez ou pas? Comment ça? Bien sûr que je l'ai. Ah non, parce que d'habitude, la dernière fois qu'on avait un truc comme ça, le son était nul. Ah ouais? On s'attendait à un truc de dingue et puis c'était nul. Bon, d'accord. Bon, indice, c'est plus fort qu'un bruit d'avion au décollage. Ok. C'est fou quand même. 129 décibels. Vous êtes prêts? Ouais. Bah c'est nul. Hein. Ah ouais. Franchement, c'est nul. Ouais, c'est de la merde. Ouais. Non, mais on est d'accord. Non, c'est de la merde. Là, Encore une fois? on rejoue le Joker, c'est de la merde.
franchement. Ah ouais, non, c'est de la merde. Bah ouais. Bon, bah, Jill Drake. Salut. Salut, une Britannique originaire d'Essex. Mais on l'a déjà posé cette question. Et je crois que la dernière fois, c'était ça la merde. C'était ce son-là. 129 décibels. Allez, on passe à la suite. C'est vrai, on a déjà posé cette question. Je sais Je pas, ne crois mais franchement, bah en tout cas, c'est nul. Hein. Jill, désolé, Jill Drake d'Essex. À vous, Charlie. Vous connaissez cette chanson? Oui. Bien sûr, chanson mythique du film Halloween. On est dans le thème, 40 les gars. Le quiz. Mais qui est le créateur, le compositeur de cette chanson? Ne cherchez pas trop loin. Si vous connaissez Halloween, les personnes qui le réalisent. Oui, bon, bah ça, Bon, ça bah, y est, c'est c'est calme. fini. Ouais, ouais. Bah voilà. On aurait dû prendre ça comme Joker. C'est vrai. Ça aurait été moins vulgaire. Alors, c'est qui? Pardon déjà pour commencer. Bah oui, bien sûr. John Carpenter lui-même, Dans la boîte de prod, donc. le réalisateur du film. Non, mais lui-même, la boîte de prod. Ah, de Pellier, le mec de. Enfin, voilà. Alors, le morceau Le instrumental morceau. en question est le thème de... Halloween, composé par John Carpenter lui-même, Ok. pour la boîte de production. Allez. Pour le film Halloween de 1978, c'est un des thèmes de films les plus reconnaissables. Je me suis trompé de bouton, mais je le laisse jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Et angoissant de tous les temps, Grave. tout en étant incroyablement simple dans sa construction. John Carpenter, en plus d'être le réalisateur du film, est également un compositeur autodidacte. Pour le film Halloween, il n'avait pas un gros budget, il a donc décidé de créer la bande-son lui-même. Le thème principal est construit sur un chemin de 5/4. Bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Une signature rythmique Déjà, c'est schéma, hein, vous avez dit chemin. Bon, une signature rythmique. inhabituelle qui rend particulièrement troublant la musique. Mhm. Il l'a joué sur un piano synthétiseur et l'a enregistré dans son propre studio. L'idée de la mélodie est venue d'un exercice rythmique que son père lui a appris au piano. Voilà. La répétition incessante des notes de l'absence de véritable résolution musicale donne une impression d'oppression et de suspense qui monte au fur et à mesure du film. Ok. Je suis désolé. Bah, il y a de quoi. Question numéro 10. C'est encore vous. Encore? Ah ouais, 3 de suite. Hein. Je sais pas comment vous avez fait le C'est montage de passé, ces quoi. questions, mais moi, je m'ennuie là. Quel terme est utilisé pour décrire une technique souvent utilisée dans les films d'horreur où un changement soudain d'image ou de son est destiné à effrayer le spectateur par surprise? Je suis désolé pour les 3 questions de suite. C'est pas grave. Est-ce que vous voulez que je vous fasse peur? Non, allez, laissez un petit peu les oreilles des gens tranquilles. Pardon. Là, vous savez que j'aime les running gags. Bon, en tout cas, on cherche une expression connue Oui, quand même. qui est rentrée vraiment dans le langage courant depuis, je sûr. dirais, Oh, 10-15 ans. Ouais, c'est ça. Les jumpscares. Eh oui. Voilà, le jumpscare est une technique de peur particulièrement populaire dans les films d'horreur modernes. c'est vrai. sursautage. Comment on dit en Québec. Elle repose sur un effet de surprise soudain pour choquer le spectateur. Le principe est simple. Après un moment de calme, souvent accompagné d'une montée de suspense, un élément visuel ou sonore surgit brutalement, Mhm. Merci. provoquant une réaction immédiate de peur ou de sursaut, ce qui n'a pas fonctionné là. Non. Bien que cette technique soit surtout associée aux films d'horreur contemporains, elle est apparue bien avant. On peut en retrouver des exemples dès les premiers films de monstres classiques des années 30, où les créatures faisaient des apparitions soudaines à l'écran pour surprendre le public. Exemple célèbre, l'un des jumpscares les plus emblématiques du cinéma se trouve dans ce film, Les Dents de la Mer, lorsque le visage d'un cadavre apparaît soudainement dans une épave de bateau, surprenant à la fois le personnage et le spectateur. Mhm. Également Conjuring, que je n'ai pas vu. Ce film a popularisé plusieurs techniques modernes de jumpscare, notamment avec des apparitions soudaines de fantômes ou de démons dans des moments de tension maximale. Il y en a aussi un célèbre, moi, qui m'a marqué. Ouais. C'est dans L'exorciste. L'exorciste. Pardon, L'exorciste. À Oui. quel moment? Le téléphone sonne. Il y a Ah un ouais. silence quand on est, je crois, on est dans la chambre du prêtre. Il est là tout seul et puis tout d'un coup, Ah ouais. et c'est très effrayant. Ouais, Surtout que je l'ai vu pour la première fois au ciné, pas quand il est sorti évidemment, mais Avec Alain? non. Ah. Bon, je crois pas. Il nous le dira. Mais je pense pas que l'exorciste il aurait eu les boules. Quoi. Ah voilà, il se la pète un petit peu avec Freddy. Freddy, mais ouais. voilà, Alain. Tu vois pas le doigt, mais il est là. Question numéro 11. La merde. C'était violent ça. Pardon. De quoi se nourrissent les anthropophages? Ah, dis On donc, revient c'est sur la question numéro 1. incroyable. Question numéro 11, question numéro 1. Waouh, c'est travaillé. Pas du tout. Anthropophage. Très bien. Ils se nourrissent des êtres humains. Ah bah sympa. Eh oui, l'anthropophagie, du grec anthropos, être humain,
Phagia, qui se rapporte à l'action de consommer. Ok. Hein, non mais c'est bon à savoir aussi. Bah, oui. C'est une pratique qui consiste à se nourrir des êtres humains. Voilà. Super. Et attention, l'anthropophagie peut recouvrir des réalités profondément différentes selon la civilisation, la période historique et les individus. Elle a dans beaucoup de sociétés une fonction rituelle ou magique. Il peut s'agir d'endocannibalisme au sein du groupe social ou d'exocannibalisme vis-à-vis du groupe extérieur ou ennemi. Oula. Norme sociale dans les sociétés traditionnelles qu'il a pratiquées, elle est strictement considérée comme criminelle dans les sociétés modernes. Merci. Et attention, anthropophagie et cannibalisme, ce n'est pas forcément la même chose. J'ai pas vraiment réussi. Je n'ai pas réussi à trouver les grosses différences. Mais enfin, on parle de cannibalisme animal, alors qu'anthropophage, c'est vraiment entre hommes. Ok, Voilà. d'accord, je vois. Mais sinon, sachez que dans les animaux, il y a 1500 espèces qui pratiquent régulièrement ou occasionnellement. Ok, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? tu plaisir. Un petit cannibalisme. Ouais. Et l'étymologie d'anthropophagie, consommation d'êtres humains, restreint clairement cette notion à des populations humaines ou à des êtres humains. D'accord. Voilà, c'est vraiment la différence entre le cannibalisme et l'anthropophagisme. Donc en fait, quand on parle de tribus qui mangent des hommes, ils ne sont pas cannibales. Ils sont cannibales, mais ils sont aussi anthropophages. Mais des animaux ne sont pas anthropophages, ils ne sont que Ok, cannibales. je vois. Bon, ok, je vois la différence. Moi, je crois l'avoir, mais après... Ils auraient pu faire anthropophage holocauste. Voilà. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus chiant à prononcer et peut-être moins attractif en C'est salle. vrai. Cannibal, c'est comme Cannibal Riot, une chanson de Mice Cream. Question numéro 12. Voilà. Direction l'Argentine, pendant la période de Halloween. On peut trouver dans le pays, comme partout dans le monde, des têtes de Jack-o'-lanterne, vous le savez, avec la petite bougie à l'intérieur. Sauf que les Argentins n'utilisent pas de citrouille. Mais autre chose. Mais quoi? Parce qu'ils n'ont pas de citrouille en Argentine? C'est pas vraiment l'époque. Ok. Voilà, c'est un petit indice, hein, pas l'époque de citrouille en Argentine. Qu'est-ce qui est grand et rond? Pas de blague. Il y a pas de blague là derrière. Non, oui. Personne n'a pensé à votre... Alors, la réponse? Les pastèques. D'accord. Bien sûr, la célébration d'Halloween prend une tournure originale. Oui, les citrouilles, emblématiques dans de nombreux pays pour sculpter les lanternes, sont souvent remplacées par des pastèques. Ce choix s'explique en grande partie par la saisonnalité des fruits en Argentine, je vous le disais. Halloween tombe au printemps dans l'hémisphère sud, une période où les citrouilles ne sont pas aussi abondantes qu'en automne. Les pastèques, en revanche, commencent à être disponibles à cette période et sont beaucoup plus courantes. Cette adaptation locale donne lieu à une version plus tropicale de la fête, avec des lanternes sculptées dans la chair douce et juteuse des pastèques. Les familles argentines y voient une façon amusante de s'approprier la tradition tout en apportant une touche unique à leur célébration. Bravo. Merci. Allez, question numéro 13. De la merde. Ah, de la merde. Question simple et efficace. Qui est l'auteur de la nouvelle Le Horla? Normalement, Moi, ma génération, on en a parlé au collège, je oui, crois. c'est ça, collège. Oui, c'est vraiment un auteur de collège. Ah oui? Moi, je pense pas en avoir lu au lycée, par exemple. Alors que ça devrait se lire même là maintenant, hein, à nos âges, Guy de Maupassant. bien sûr. Le Horla est une longue nouvelle fantastique et psychologique de Guy de Maupassant parue en 1886, puis dans une seconde version en 87. L'auteur y décrit la déchéance progressive et dramatique du narrateur poursuivi par une créature invisible baptisée le Horla, dont il ne sait si elle est réelle ou le résultat d'un trouble psychiatrique. Bon, il cherche à s'en débarrasser, c'est le bordel. Dans ce récit psychologique, Maupassant présente un personnage autodestructeur constamment torturé, d'abord gagné par le doute et qui finit par sombrer dans la démence en passant par divers états tels la paranoïa, les hallucinations, les crises d'angoisse, la paralysie du sommeil avec lesquels il se débat. La forme du journal intime de la seconde version, la plus connue, favorise encore davantage l'identification au narrateur. C'est vrai que c'est assez facile à lire puisqu'effectivement on suit... c'est comme un journal intime, Oui, donc c'est c'est ça. jour après jour, on voit la déchéance du personnage principal. Et le Horla a pour particularité d'être la première œuvre de fiction à présenter l'évolution d'un trouble mental sous son angle médical, Ok. à travers les pensées de celui qui le vit. Et Maupassant connaît à ce moment lui-même des troubles psychiatriques, symptômes neurologiques de la syphilis dont il mourra 5 ans plus tard. C'est intéressant. Donc en hein. fait, il se raconte lui-même finalement. C'est un peu lui le personnage principal. Et je me souviens d'ailleurs que les profs avaient dit ça, que probablement il décrivait son propre quotidien. Ouais, d'accord. À relire, pourquoi pas. Oui, Ah ouais, je non, crois que c'est clairement. pas trop long. C'est une longue nouvelle, donc ça doit pas être Oui. si long que ça. Et c'est vrai que c'est facile à lire puisqu'il s'agit d'un journal intime. Le Horla.
Allez-y. J'en parlais lors du quiz de la semaine dernière. On va désormais vous relancer sur Instagram pour savoir si vous voulez nous poser des questions. Ce qui a été le cas de Brandon, qui nous a laissé un message, un vocal, en DM, comme on dit. Cool. Voilà. Et la question de Brandon, elle est là. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous présenter, parce que là, Brandon... Il a rien dit. Il a rien dit, il y Bah, va, il quoi. aurait pu dire salut, c'est... Voilà, salut, c'est Brandon. Non, le mec, il y va. Brandon, attention. Comme vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, le film Terrifier 3, où le clown Art est mis en vedette, est interdit aux moins de 18 ans. Une première en France ? Non, cela fait depuis plus de 20 ans qu'un film d'horreur n'a pas été interdit aux moins de 18 ans. Ça remonte en 2006, mais la question est, quel était le nom de ce film ? Merci, Brandon. Merci Brandon. Question intéressante en plus, Tout à fait. que vous aviez posée. Oui, parce que c'est vrai que ça a beaucoup été cité ces derniers Ok. temps, puisque Terrifier a été interdit au moins de 18. Oui. Beaucoup de sites de cinéma en ont fait leur chou gras. Eh oui, est-ce que c'est arrivé ? Oui, c'est arrivé. Oui. Et d'ailleurs, Brandon va nous dire quand. Effectivement, avant Terrifier, il y a 20 ans, soit en 2006, le troisième volet de la saga Saw était interdit en France aux moins de 18 ans. Ça remonte il y a 20 ans déjà. Mais ce n'est bien sûr pas le premier film qui est interdit en France. Le premier de l'histoire étant Massacre à la tronçonneuse, qui avait été interdit un peu partout en Europe, dont au Royaume-Uni et en France. Il aura fallu attendre fin 90, début 2000 pour que les gens puissent regarder le Massacre à la tronçonneuse. Mais en 2006, le dernier film était bien Saw. C'est bien, il a les mêmes explications que nous, c'est-à-dire que c'est très long. Et copier-coller. Merci Brandon, en tout cas, n'hésitez pas, faites comme lui. Et envoyez-nous des questions. De la merde ! Question numéro 15. C'est le Joker. Oui, hein, oui, c'était pardon, pas la question pardon, de Brandon, pardon, mais pardon. effectivement, Saw 3. Ok. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Bram Stoker est un écrivain irlandais qui, le 26 mai 1897, a publié l'un des ouvrages d'horreur les plus influents de l'histoire. On y découvre un conte, Hématophage. Le titre du livre est tout simplement le nom de ce conte. Quel est le titre ? Hématophage. Ah. Normalement, ça peut vous mettre... L'eau à la bouche. Oh. J'ai pas osé. Pardon pour ça. C'est Dracula, bien sûr. Oui. Le conte Dracula est un personnage de fiction créé par l'écrivain Bram Stoker dans son roman épistolaire Dracula, publié le 26 mai 1897. C'est fou, hein. L'écrivain britannique met en scène un conte hématophage qui renouvelle l'image du revenant traditionnel et s'affirme comme le nouvel archétype du vampire, expression durable du mythe à travers le temps. Ce personnage a en effet été repris et transformé par la suite dans de nombreuses œuvres, notamment au cinéma. Plus de 200 films dans lesquels le roi du vampire tient le rôle principal, ce qui en fait l'une des figures cinématographiques les plus populaires. Petite info inutile mais sympa et bon à savoir, J'aime bien ça. le nom du comte Dracula est calqué sur le surnom de deux voïvodes, qui était je sais pas une tribu, mais un peuple D'accord, d'accord. de Valachie du 15e siècle. Alors, je ne Ok. sais pas si ça se prononce Valachie, mais c'est Vlad Tepes, surnommé Vlad l'Empaleur, Ah, sympa, comme ça. et son père, Vlad Dracul. Et Dracul veut dire le dragon, Ok. ainsi appelé parce qu'il était membre de l'ordre du dragon. D'accord. Et Vlad Tepes fut qualifié dans certains libelles, j'imagine dans le texte, publiés par ses ennemis de Draculéa, le dragono. Oh. Donc Dracula veut dire en réalité le petit dragon, dragono. D'accord. Et le Voilà. conte... Bah, ok. il s'est inspiré de ce nom-là, mais il ne s'est pas Incroyable. inspiré de ces personnages-là en particulier. Mais il a pris ce nom autour de ces messieurs. Super, mais merci. Voilà. Mais donc, les voïvodes, Draculéa voulait dire le dragono, et Dracul, le dragon. Oh, c'est pas du tout une info inutile, ça. Bah, Enfin, ça sert à rien. à part Donc se la c'est péter. inutile. Se la Voilà, péter un peu. c'est inutile. Mais merci. Mais je vous en Merci prie. beaucoup. Mais je vous en Vous pouvez un petit joker? La merde. Là, vous avez l'original. Souvenir de l'euro, bien sûr. Question numéro 16. Little Bastard. Oui, ok. C'est le nom de la célèbre voiture, c'était pas une insulte. Non. D'un célèbre acteur. Et comme nous sommes dans une spéciale Halloween, il y a forcément quelque chose de louche. Eh bien, sachez qu'autour de cette voiture, eh bien, il y a une malédiction. Aïe. Oui. Mais avant de vous en dire plus, Ok. dites-moi à qui appartenait cette voiture? Célèbre acteur.
Ok, ouais, mais je connaissais pas du tout le nom Bah, de cette voiture. Moi non plus. Vous connaissez l'histoire de la malédiction derrière? Non, Non? je vais pas faire mon malin, non, Oh, vous auriez pu. j'aurais dû. Ouais, c'est vrai. J'ai même pas sauté sur l'occasion. Et l'acteur à qui appartenait Little Bastard, c'est James Dean. Monsieur James Dean, quoi. On a tous cette image de t-shirt blanc. Ouais, Un peu- alors un peu qu'on n'a bouleuse. jamais vu la Jamais. couleur de vivre. Jamais. Ça doit être bien pourtant. Je sais pas. James Dean, acteur emblématique des années 50, est devenu une légende après sa mort tragique dans un accident de voiture le 30 septembre 1955. Dean, alors âgé de 24 ans, conduisait sa Porsche 550 Spider, surnommée Little Bastard. C'était elle, cette voiture, lorsqu'il a été percuté par une autre voiture à une intersection en Californie. Ce qui rend cette histoire encore plus mystérieuse, c'est la série de malheurs qui semble avoir entouré la voiture après l'accident. D'accord. Ah, mais déjà, moi, je ne savais même pas que quelqu'un lui était rentré dedans. Je croyais qu'il était sorti de la route, moi. Ah ouais? Ah oui, je pensais qu'il s'était tué tout seul. Ah ok, bah je sais pas, j'ai pas les infos, mais en tout cas quelqu'un lui, enfin oui, il est décédé. Ah, merci. Après l'accident, la voiture a été transportée chez un mécanicien pour être réparée. Peu de temps après, le véhicule est tombé du plateau qui le transportait, brisant les 2 jambes d'un mécanicien. Ça va. Les composants de la Porsche 550 Spider ont été récupérés et vendus à d'autres propriétaires de voitures de course. 2 d'entre eux, Troy McHenry et William Eschrid, ont acheté des pièces de la voiture pour leur propre véhicule. Lors d'une course, Mark Henry a perdu le contrôle de son véhicule et est mort. Mark Henry, c'est un catcheur et ça va. Il va bien? Il se porte bien. Très bien. Bon, en tout cas, Mac Henry a perdu le contrôle de son véhicule et est mort sur le coup. Ok. Et Shreed, quant à lui, a été gravement blessé dans un accident où sa voiture s'est retournée. Eh ben. La carcasse de la Porsche a été rachetée par George Barris, un célèbre designer automobile même, qui prévoyait de l'exposer pour pour sensibiliser le public à la sécurité routière. Mais là encore, la malchance a frappé. Lors de l'exposition, la voiture est tombée sur un adolescent, Oh, yeah. lui cassant la hanche. Bon, Plus ça va. tard, pendant son transport vers une autre exposition, la voiture a mystérieusement pris feu, Purée. bien qu'elle n'ait pas été alimentée en essence. Étrangement, le feu a ravagé uniquement la voiture, sans endommager le camion qui l'a transportée. Plus tard, Purée. la voiture a été volée lors d'un autre transport et sa localisation reste inconnue à ce jour. Certains prétendent que Little Bastard est réapparu sous forme de pièces détachées dans d'autres véhicules, continuant ainsi à causer des accidents. C'est fou, non? Ah, grave. La malédiction du Little Bastard. Ça pourrait faire un bon film, d'ailleurs. Vous êtes d'accord? Oui. La merde! Vous avez forcément déjà entendu parler de cette expérience de psychologie sociale qui consistait à faire croire à des gens qu'ils envoyaient des décharges électriques à d'autres gens pour étudier le comportement humain face à l'autorité et la soumission. Vous souvenez-vous de son nom, l'expérience de... Pas très sympa, ça, hein? Non. Oui, mais... Mais en même temps, personne ne souffre. Hein. C'est une expérience. Il n'y a Oui. aucun Bien sûr. truc électrique qui est envoyé pendant l'expérience de... En général, ça vient tout de suite. Même si vous savez pas forcément l'expérience de 1000 grammes. Oui. Ça vient du tac au tac si vous en avez déjà entendu parler. C'est donc une étude de psychologie sociale menée par Stanley Milgram en 1963. Elle a donc pour but d'étudier le comportement humain face à l'autorité et la soumission à celle-ci et consiste à tester la capacité des individus à obéir, même si cela implique d'infliger des souffrances à autrui. L'expérience a suscité de nombreux commentaires dans l'opinion publique, ainsi que dans le milieu de la psychologie et de la philosophie des sciences, et a inspiré de nombreuses œuvres de fiction et de télévision. Les participants sont des hommes et des femmes de 20 à 50 ans, issus de tous les milieux et avec différents niveaux d'éducation. L'expérience, telle que présentée, met en jeu 3 personnages. Un élève, Oui. learner, qui s'efforce de mémoriser des listes de mots et reçoit une décharge électrique en cas d'erreur. Un enseignant, teacher, qui dicte les mots à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, il envoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève. Ok. Et un expérimentateur, the experimenter, qui représente l'autorité officielle, vêtu d'une blouse grise de technicien et sûr de lui. Et bien sûr, l'expérimentateur et l'élève sont en réalité 2 comédiens. Ouais. Il n'y a que l'enseignant qui appuie sur un bouton et on lui fait croire que quelqu'un au loin hurle de douleur, mais il ne souffre pas, et l'expérimentateur sait évidemment que l'élève ne souffre pas. Mais On teste on teste ouais, ouais. l'enseignant pour voir si effectivement il va suivre les règles. Je crois que ça a été organisé dans les années 60 et c'était effectivement pour aussi comprendre comment, au moment de la Seconde Guerre mondiale, tout un peuple s'était rangé aux côtés de ce dictateur, Ah. un certain Adolphe, Ouais. qui a donc causé beaucoup de dommages à l'humanité. Et on voyait effectivement ces gens qui, simplement parce que quelqu'un avait une blouse blanche, leur disait bah voilà, il faut appuyer. appuyer. Et il hurle de douleur, bah tant pis, vous appuyez quand même, c'est ça la règle. Et les gens suivaient la règle. C'est dur, hein. C'est- L'humain Et est... l'humain est con. Voilà. Ça me rend un peu triste, moi. Question 18. Quel animal
étrange était traditionnellement considéré comme un protecteur contre les mauvais esprits dans certaines régions du Mexique pendant Halloween. Ah, vous aimez ce genre de truc. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse caca ou qu'il Même pète. pas. Ça fait 2 épisodes que... Qu'il n'y a pas de qu'il y a pas caca. de caca. Bon, notre Joker, c'est quand même de la De merde. la merde, oui, pardon. Bon, c'est le crapaud. Voilà, bien qu'il soit souvent perçu comme un animal étrange ou repoussant, il a longtemps été considéré comme une protecteur, voire même un protecteur mystique Ouais. contre les esprits malins. Cette croyance remonte à des pratiques anciennes qui allient superstition, mythologie et respect de la nature, quand même. Ok. Dans le folklore mexicain, le crapaud est vu comme un symbole de transformation en raison de son lien avec l'eau et la terre, ainsi que son cycle de vie, la métamorphose des têtards au crapaud, c'est beau. Ce lien avec les éléments naturels lui confère un rôle protecteur, particulièrement pendant des périodes où les frontières entre les mondes des vivants et celui des esprits sont perçues comme plus poreuses, comme pendant Halloween ou le Dia de los Muertos. Vous pouvez le faire alors, avec le... Dia de los Muertos. Vous faites tous les accents, Eh, c'est si. incroyable. Dans... Et ta merde. de la merde. Dans certaines régions rurales du Mexique, on pensait que les crapauds avaient la capacité d'absorber ou de détourner les mauvais esprits. Les habitants plaçaient donc des figurines de crapauds ou de véritables crapauds près de leur maison pour éloigner les esprits malins qui, selon les croyances, cherchaient à pénétrer les foyers pendant Halloween ou à la Toussaint. Plus Voilà. ça bouffe les moustiques, donc c'est plutôt cool. Voilà, puis c'est sympa. On se fait juste un peu de bruit, quoi. Question 19. Attention, avant-dernière chance pour vous de jouer votre Joker. On va parler cinéma. Cinéma, un petit peu littérature, puisqu'ici, on aime Pierre Boulle. Oui. Son pont de la rivière Kouai, hein, ça, Bien sûr. on l'a découvert ensemble grâce vrai. à 40 mètres les gars. Le quiz. Merci. Et sa planète des singes. D'ailleurs, en 2024 est sorti le dernier opus de cette franchise cinématographique. Connaissez-vous son titre? Donc c'est la planète des singes, quoi? Pas vu. Moi non plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ouais, pareil, Ouais. j'ai vu peut-être les 2 ou 3 premiers peut-être. Ouais. Puis C'était après, pas j'ai mal. un petit peu abandonné. Ouais. Je sais pas laisser prendre par l'univers. Ouais, si, je sais pas. C'est le nouveau royaume. Bah oui, vous me lancez dans des thèmes là. Voilà. Je sais pas. Alors, la planète des singes, le nouveau royaume ou le royaume de la planète des singes au Québec. Kingdom of the Planet of the Apes est un film de science-fiction américano-australien réalisé par Wes Ball et sorti en 2024. Oh, West Ball, Pierre Boulle. Le scénario est de Patrick Hazen, John Friedman, Ricky Jaffa. Putain, ils se sont mis à Ricky. combien 2, 4. Et Amanda Silver. Voilà. Il s'agit de la suite de la planète des singes, Suprématie, 2017 quand même. Hein. Purée, ça a mis 7 ans à sortir. C'est fou. C'est le 10e film de la franchise La planète des singes, inspiré du roman du même nom de Pierre Boulle. Et donc La planète des singes, le royaume, est un succès commercial avec 397 378 150 $, de recettes Quand même, ouais. pour un budget de 165 millions, donc énorme. hein. En France, il y a quand même 2 884 000 personnes qui y sont allées voir. C'est fou. Chez nous, c'est pas en dollars, vous le savez, c'est en entrée que Oui. se calcule la réussite des On est films. con. Et le film se classe en 7e position du box-office de l'année 2024, derrière le film de science-fiction Dune, deuxième partie, mais devant Alien Romulus. On y va? On va le voir? Furiosa, Borderland, Godzilla Minus. Bon, là, ils ont fait une liste de films de science-fiction. Ah. Voilà, c'est tout. Là, en dessous, il y a le tableau. 2 millions d'entrées en France et aux États-Unis 171 millions de recettes. Donc dans le monde 397 millions de recettes. Donc gros a bien succès marché. mondial. Alors que bon en Chine que 28 millions. Bon je sais pas pourquoi ils nous l'ont mis mais voilà. C'est vrai qu'il y a monde, France, États-Unis, Chine. Mais en France c'est le 8e film avec le plus gros la plus grosse recette de l'année. En France c'est le 7e et aux États-Unis seulement le 10e. Ok. Donc c'est vraiment un succès plutôt à l'international quoi. Mais c'est fou, parce que, 10 films, j'en ai vraiment raté au moins 8. Bah oui, pareil. Non, mais 10 films, il est possible qu'ils comptent les tout premiers. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Les vieux des années Les vieux des 60, 70. Bah, je sais pas. Dernière question, dernière chance pour... La merde. Bah, je savais pas. Je sais pas, moi je pensais que vous vouliez dire que je dise 40 mètres les gars, Le le quiz. quiz, ou je sais sens pas. ça. Donc, allez-y. Ok, on finit avec un record à la con, quand même. Hein. Comme toujours, quel est le poids de la plus grosse citrouille du monde? C'est tombé l'année dernière. 50 Ok. kilos près, allez. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Moi, on en a parlé, ça, non? Ah, Munich. Ça encore? Ouais, je crois. Hein. Mais c'est pas vrai. Putain, Après, on se souvient pas des chansons, donc peut-être qu'on s'imagine des discussions, je sais pas. c'est possible. 1247 kilos. Purée. C'est fou, mais c'est plus Une d'une tonne. tonne de. Voilà. Et en plus, cette citrouille, elle s'appelle Michael Jordan. Sympa.
Elle pèse environ 1,2 tonne. Le légume cultivé par Travis Ginger a battu le record du monde de la citrouille la plus lourde jamais enregistrée, rapporte The Guardian. La pesée a eu lieu ce lundi lors d'un concours annuel organisé à Half Moon Bay en Californie. Forcément, c'était aux États-Unis. Record, résultat donc 2,749 livres, soit 47 de plus que le précédent record établi en 2021 par un Italien. On les embrasse. C'est vrai. Merci Italie. Originaire du Minnesota, Travis Ginger a remporté le concours pour la 3e fois, quand même, indique ABC 7 News, avec Michael Jordan. Il inscrit désormais son nom dans l'histoire. Super. Ce professeur Il d'horticulture. y a 400 lignes, mec. Ouais, bah attends, c'est important. Non, mais sérieux, Mais oui. vous avez pas dit autant sur des choses bien plus intéressantes Mais que c'est ça. super intéressant. Ce Allez. professeur d'horticulture a choisi de baptiser sa citrouille du nom du célèbre basketteur car il s'agit du plus grand de tous les temps. Normal. Voilà, la courge dont la forme rappelle celle d'un ballon de basket Mhm. pèse 2110 fois plus lourd qu'un ballon de basket. Elle équivaut par ailleurs à 275 citrouilles lanternes. Ok. L'homme de 43 ans Mhm. a dépensé 15 000 $ pour faire grandir sa citrouille dans son jardin. Alors qu'est-ce qu'ils auraient fallu se contenter de pisser dessus? Ça marchait pareil. On essayera pour la saison l'année prochaine. Il pourrait en faire près de 700 tartes, selon Fox 34. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Là, je ne sais pas. La culture des courges est une tradition familiale chez les Ginger. Cette année, l'exploit de Travis lui a quand même rapporté un chèque de 30 000 $, Ah, ok. Ouais. dont il va se servir pour revenir avec une des citrouilles encore plus impressionnante l'année prochaine, promet-il. C'était sympa ces infos. Pensez qu'il les pique avec des petites seringues Je pense. boostées, Je tout pense. ça? Je Ok. pense. Ouais, bon, on s'en fout un peu, mais merci Totalement. Charlie. Totalement. Inutile. D'ailleurs, vous nous avez pas dit si vous êtes allé voir du côté du Leclerc, pas loin du Mans, c'était quoi la plus grande courge ou quelque chose non, Je plus ne ce que sais c'était. pas, je ne sais plus. C'était il y a 6 mois et demi. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cet épisode spécial horreur Halloween. Désolé. J'espère que ça vous a plu. C'était l'horreur. Ah oui, c'est vrai. On essaye de revenir la semaine prochaine, on fait de notre mieux. Bien sûr, on vous donnera le thème si vous voulez nous laisser une question comme Brandon, mais présentez-vous les amis. Bah oui. Oh, ouais, Soyez sympa. poli, Brandon. Et Ouais. déjà, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. C'est Voilà. la base, Brandon. Et 20 balles. Non, 15. bisous. À bientôt, bisous.